Bonjour. Durant cette séance, nous allons continuer de travail sur les statistiques de base, parfois on l'appelle les statistiques descriptives. Et là, je vais parler des lois de distribution, des lois statistiques. Trois parmi ces lois, la loi binomiale, la loi Poisson et la loi normale. On a peut-être entendu parler de la loi normale auparavant, la loi de Gauss, la loi Laplace-Gauss, la forme de la cloche. Mais on va rentrer un petit peu dans le détail. Je ne vais pas rentrer dans le détail mathématique de ces lois-là, la formule mathématique de ces lois, parce que bon, c'est pas le but. Et je ne vais pas rentrer non plus dans le détail de la théorie de la probabilité, parce que c'est pas du tout l'objectif de ce cours-là. Par contre, je vais me concentrer sur l'utilité de ces trois lois, pourquoi on les utilise, dans quel état, dans quelles conditions on les utilise, et je vais montrer comment on exploite, comment on exploite, oui, R avec ces lois-là pour savoir, pour calculer les probabilités, et j'en finirai par l'utilité de ces lois-là dans le contexte de l'analyse des données. Donc, on va faire quelques tests pour savoir si on peut utiliser ces lois-là pour nous donner à nous les données qu'on dispose, par exemple dans le fichier Air Quality que nous sommes en train d'utiliser depuis quelques moments. Bon, je vais commencer par la loi binomiale et là je vais me mettre en diapositive. Et là, la loi binomiale, donc en fait, on utilise la loi binomiale pour calculer la probabilité d'un événement, le succès d'un événement. Donc, le succès, ça pourrait être un événement désirable ou un événement indésirable, mais la modalité de ce variable-là, la probabilité de probabilité doit être une probabilité oui et non, vrai ou faux. Donc, on n'a pas vraiment 3, 4 ou 5 ou 6 probabilités comme dans un dé, par exemple. La probabilité de naissance, la probabilité du mort, la probabilité d'avoir un accident, la probabilité d'échec, la probabilité d'avoir un, un produit défectueux. Donc, tout ça, c'est des probabilités de succès qu'on mesure. Et après, avec la loi binomiale, on arrive quand même à calculer la probabilité d'avoir un nombre de succès, un nombre d'échecs, ainsi par la suite. Donc là, dans le deuxième bullet, le deuxième point ici, on parle que la loi de binomial, elle a deux paramètres qu'on doit le savoir. Premier paramètre, c'est les nombres d'expériences réalisées, qu'on appelle N, et la probabilité de succès. Donc là, en bas à droite, j'ai ici la probabilité de succès pour une expérience quelconque est de 56%, 56,25. Et j'ai réalisé cette expérience 8 fois. Et donc, sur ce graphique-là, je montre je montre la probabilité, en fait, d'avoir 0 succès, d'avoir un succès, d'avoir 2 succès, 3 succès, 4 succès, et ainsi de suite. Donc, par exemple, je peux déduire que la probabilité d'avoir 3 succès est de 0,17, c'est-à-dire 17%. Donc, on peut penser à ça dans une façon de dire, moi je suis dans une usine et je produis des crayons, et ces crayons-là, euh, la probabilité qu'un crayon soit défectueux est de 56%. Donc bon, c'est une forte probabilité, je sais, mais bon, c'est juste pour illustrer. Donc, si la probabilité d'avoir un crayon défectueux est de 56%, et si j'ai produit 8 crayons, quelle est la probabilité d'avoir 0 crayon qui seront défectués? Donc la probabilité est calculée ici, et la probabilité est très proche de 0. On va la calculer après avec R. Quelle est la probabilité d'avoir 5 crayons qui seront défectueux? Donc la probabilité est de, bon, si on compare ici, donc
0,28 par exemple, ou 0,27, donc 27%. Quelle est la probabilité d'avoir les 8 crayons que j'ai produits? Ce sont des crayons défectués. Donc là, on parle d'une très peu de probabilité, on parle peut-être de 1 ou 2 ou bien 2%. Moi, j'y vais quand même aller sur, sur R pour vous montrer comment on utilise la loi binomiale, comment on calcule la probabilité de la loi binomiale avec, avec R. Et on va prendre le même exemple que nous avons ici, c'est-à-dire la probabilité de succès est de 56% et nous avons réalisé 8 expériences. Donc, quelle est la probabilité d'avoir 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, et on va l'avoir. Donc, je reviens sur mon R et là, je vais prendre un petit écran pour que je vois quand même le graphique derrière. Et donc, la fonction pour le faire sur R, elle s'appelle dBinom. D pour distribution et binôme pour la loi binomiale. Et là, j'ouvre mes parenthèses, et là, il me montre en jaune le syntaxe. Donc, le syntaxe, ça s'appelle, consiste à x, virgule, taille, size, et virgule, probabilité. Donc, je dois mettre tout ça. Donc, je vais dire la probabilité d'avoir 2 crayons défectués. La taille de mon expérience est de 8 fois, le n est égal à 8, et la probabilité est égale à 0,5625. Donc là, je ferme mes parenthèses et je vais valider cette commande pour avoir la probabilité. Donc là, je vois que la probabilité est de en fait 0,0621. Donc, ce qui signifie ici, c'est la taille de cette barre là. Donc là, la taille exacte est de 0,0621. Et encore une fois, la fonction est des binômes de 8, 0,56. Pour que ça soit pas une fonction très abstracte, on peut écrire les intitulés des chiffres qu'on a mis dans la fonction, pour que, la prochaine fois qu'on voit ce fichier, qu'on se trompe pas. Donc, je peux écrire aussi des binômes. J'ouvre mes parenthèses. Je vais dire x est égal à 2, size est égal à 8 et prob est égal à 0,5625. Et là, je valide. Donc, c'est exactement la même chose où j'écris auparavant, mais là, pour me rappeler à moi de quoi il s'agit, c'est quoi les 2, c'est quoi le 8, c'est quoi les 0,56, j'écris la notation de ces variables, et je suis toujours guidé par R, parce que si j'écris des binômes, j'ouvre les parenthèses, il me dit, vous devez mettre X, vous devez mettre size, vous devez mettre probabilité, vous devez mettre le log après. C'est pas grave pour l'instant. Donc là, je vais valider cette commande, et là, il me sort la même chose après. Donc là, si j'ai envie de calculer, si je sais que un variable parmi lesquels avec lesquels je suis en train de travailler est un variable qui suit la loi normale, c'est-à-dire il y a deux modalités de ce variable-là, succès et échec. Et si j'ai fait ce variable-là durant 153 fois ou 150 fois ou 1000 fois, quelle est la probabilité d'avoir 2 fois de succès, 3 fois de succès, 5 fois de succès, 100 fois de succès, 1000 fois de succès. Donc, je peux utiliser cette fonction-là pour savoir, pour connaître ces probabilités. Donc là, je vais revenir sur PowerPoint pour parler un petit peu de la loi Poisson. Et la loi Poisson, c'est une loi, en fait, on peut dire, c'est une approximation de la loi binomiale, mais dans un autre contexte, sous certaines conditions.
parce que la loi de Poisson, c'est la loi Poisson, c'est la loi de probabilité qui s'applique aux événements rares. Par exemple, s'il y a, bon, si on estime qu'il y a une noyade, par exemple, dans une piscine, et ce noyade-là, ça arrive 3 fois par an. Bon, on a calculé ça durant 10 ans. On a trouvé que la probabilité la moyenne d'avoir de nombre des gens qui sont morts en noyant dans une piscine est de 3 fois. Ça nous arrive 3 fois par an. Donc c'est assez rare quand même. Bon, l'année prochaine, j'ai envie de savoir quelle est la probabilité d'avoir 5 personnes qui seront noyées dans un piscine, ou une personne, ou 2 personnes, ou 100 personnes qui seront noyées. Donc, c'est presque la même chose. On peut penser de ça comme la probabilité, comme on vient de dire dans la loi binomiale, comme c'est la probabilité de succès. C'est la probabilité de succès, c'est la probabilité de la noyade. Mais par contre, ici, dans la loi Poisson, nous avons un seul paramètre qui s'appelle le paramètre lambda. Et voilà, bon, je montre ici, par exemple, le standard de cette loi-là. Donc, on montre que le courbe en orange, là, en petit rond orange, c'est lambda égale à 1, et puis lambda égale à 4, lambda égale à 10. Et là, j'ai aussi mis j'ai mis un vidéo pour vous montrer un petit peu plus des détails sur cette loi-là. Donc, je vais aller sur R comme j'ai fait auparavant pour expliquer comment ça peut marcher sur R aussi. La fonction s'appelle dPoisse, D distribution, Poisse pour poisson, et on ouvre une parenthèse, et là il me dit toujours que je dois mettre X, je dois mettre lambda, je dois mettre un log, donc je vais dire X qui est égal à 5, et lambda qui est égal à 10. Donc, quelle est la valeur bon, sur ce courbe-là, ici, quelle est la valeur de 5 avec le courbe lambda de 10? Donc, la probabilité doit être autour de, pardon, autour de 4%, par exemple. Donc, là, si je valide, et ici, il me sort, voilà, la probabilité est de 0,037, ce qui veut dire à peu près 4. Donc, si on a envie de voir cette approximation de la loi binomiale via la loi de Poisson, parce qu'on vient de dire là, c'était marqué dans le diapo que on peut présenter la loi Poisson comme étant une approximation de la loi binomiale, mais à une condition que le P soit trop petit et le N soit assez grand quand même. Donc, bon, je vais revenir sur R. Je vais dire, je vais faire un test. Donc, je vais dire D binomial. Je rentre je reviens sur D binomial et je vais lui dire 2 quand le nombre des essais est égal à 100 et la probabilité est égale à 0,001. Donc 1 par 1000. Donc, là, je suis en train de dire que je calcule la probabilité d'avoir 2 succès quand j'ai 100 essais qui ont été réalisés et la probabilité de succès est de 1 par 1000. Par exemple, je peux penser de ça en fait dans une usine où je produis un produit quelconque et la probabilité d'avoir un produit défectueux est de 1 par 1000. Donc, bon, c'est quand même normal. Et moi, j'ai produit 100 produits de ce produit-là. Et quelle est la probabilité d'avoir 2 qui seront défectués? Donc, je valide et je vois ici la probabilité est de 4,4 par 1000, par exemple. Donc, est-ce que je peux faire la même chose avec la loi Poisson? Bien sûr que oui, parce que là, nous avons la probabilité qui est assez petite
et le nombre des essais qui sont assez quand même larges. Donc, je dois obtenir les mêmes résultats à peu près. Donc là, je dis D poise, j'ouvre les parenthèses, et le X est toujours 2. Par contre, le lambda, il doit être la multiplication de n avec la probabilité. Donc, si je multiplie 100 par 0,001, ça me donnera 0,1 seulement. Donc, c'est le lambda 0,1. Et là, vous voyez, les deux chiffres, ils sont très proches l'un à l'autre. Donc, ça, c'est une preuve que lorsque la probabilité d'occurrence dans la loi Poisson est très petite et le nombre d'effectifs, le nombre n, est très grand, la loi Poisson et la loi binomiale, et les deux, ils donneront la même probabilité. Bon, je ne vais pas rentrer dans plus de détails sur la loi Poisson, mais c'est très utile de les utiliser si on a envie de calculer les nombres de morts, l'espérance de mort, par exemple, l'espérance d'avoir un accident de voiture, l'espérance d'avoir un enfant handicapé. Bon, il y a plusieurs dans notre vie courante où on peut utiliser cette loi pour calculer en fait la probabilité d'avoir quelque chose qui va pas ou quelque chose qui va en fait. Si si la probabilité est très basse. Le dernier loi de Poisson, le dernier loi de distribution qu'on va aborder, et bien sûr c'est le roi en fait, c'est le Rolls Royce des lois de probabilité, c'est la loi normale. Et la loi normale, c'est vraiment la loi qui, bon, il y a des gens qui disent que c'est la loi qui juge notre vie en fait, c'est la loi de vie. Donc là, bon, dans la définition, on parle que, bon, la description, on parle que la loi c'est la loi de probabilité qui mesure tous les événements naturels et aléatoires. Par exemple, la taille des gens dans la rue, l'âge des gens dans la rue, le nombre de cellules cancérogènes que j'ai dans mon corps, euh, plusieurs. Bon, le nombre de molécules d'oxygène dans un échantillon. Bon, il y aura toujours l'intervention de la loi normale dedans. Et la loi normale, c'est bon, elle se présente comme ça, elle se présente comme le format de la cloche. Donc, vous le connaissez peut-être tous. Et ce qui est intéressant sur la loi normale, c'est que il y a toujours les gens au milieu et les extrêmes droite et gauche. Donc on peut aussi penser de ça dans la politique, par exemple. La plupart des gens dans une population, ils sont des gens centrés. Donc il y a des gens centrés droite, centrés gauche, mais il y a les extrêmes droite et les extrêmes gauche. C'est aussi la loi normale. Donc, et le nombre de ces gens-là, extrême droite, extrême gauche et centrique droite-gauche, est présenté comme ça, comme la loi normale. Donc, la plupart des gens, par exemple, ils seront autour de la moyenne. Par contre, il y a une petite probabilité, un petit nombre des gens qui seront extrême droite ou extrême gauche. Donc, la loi normale a été standardisée sur une courbe qu'on appelle le courbe Z. Donc, c'est une loi normale où la moyenne est de 0 et l'écart type est de 1. Et ça, c'est pour dire que la loi normale, bon, dans la loi binomiale, il y avait le N et le P. Dans la loi Poisson, il y avait lambda. Et ici, dans la loi normale, il y a deux paramètres aussi. Il y a la moyenne et l'écart type de la population. Donc, la moyenne, on l'appelle avec la lettre mu, et l'écart type, on le note avec la lettre sigma en latin. Donc là, je montre un petit peu la loi normale standard, le Z, si vous voulez. Et ici, sur cette graphique-là, je montre un mu de 0, un sigma de 0,2, mu de 0, un sigma de 1, et ainsi de suite, avec différentes couleurs. Bon, c'est très coloré comme graphique. Donc là, j'y vais aller sur R
pour travailler sur la loi normale. Et c'est la même chose, c'est des normes. Donc, c'est la même syntaxe, ou presque. Bon, vous pouvez peut-être l'imaginer, des normes. Et j'ouvre mes parenthèses. Et là, il me pose la question, X, moyenne et écart type, et ainsi de suite. Donc là, je vais dire, quelle est la probabilité d'avoir X qui est égal à 5 dans une population où la moyenne est égale à 3 et l'écart type qui est égal à 4. Donc là, il me sort tout de suite, la probabilité est de 8,8%. À quoi ça sert en fait de savoir la distribution de mes données? Elle sert, et ça c'est la chose la plus intéressante pour nous en fait dans l'analyse des données, elle sert à prédire le comportement de ces données-là, ou de savoir plus sur ces données-là. Si j'arrive à prouver que mes données suivent une loi normale, ou que mes données suivent une loi binomiale, ou que mes données suivent une loi Poisson, j'arriverai quand même à imaginer le comportement de ce variable-là. Et bien sûr, il y a des tests. On peut tester le comportement des variables pour savoir comment ça marche, comment pour savoir plus en fait sur un variable. Si j'y vais là dans mon help pour lui dire, dans mon aide, pour lui dire, je cherche un test de normalité, comment fait-on un test de normalité? Donc là, je fais taper normality test en anglais. Et là, il me dit qu'il y a un test qui s'appelle Shapiro test. Bon, c'est un test qu'on le connaît, ceux qui travaillent dans la statistique. Donc, ce test-là teste la normalité d'un variable. Donc là, je vais effectuer le test de normalité sur des variables de air quality. Et là, c'est, je tape la fonction Shapiro.test, test, et j'ouvre mes parenthèses. Et j'ai fait beaucoup de fautes aujourd'hui. Et donc, dès que j'ouvre les parenthèses, il me dit qu'il faut faire juste un X, un variable. Donc là, je vais utiliser air quality, signe $, temp, et je vais faire le même test pour la vitesse du vent. Donc, voilà, Shapiro test, air quality et point wind. Et là, je vais effectuer ce test-là, donc pour temp et pour wind. Pour temp, il me sort un chiffre W et un P, une valeur P. Et pour wind, il me sort aussi un W et une valeur P. Donc, dans la variable temp, il me dit en fait que la valeur P de ce test-là est de 0,009. Donc, c'est une valeur inférieure à 5%. Et je peux conclure que le temp, le variable temp, suive une loi normale, parce que j'ai effectué ce test-là. On va la voir après en graphique. Et j'ai effectué le même test pour wind, pour le vent. Et là, la conclusion que non, je ne peux pas conclure que le variable wind suive la loi normale, parce que la valeur P ici est supérieure à 5%. Bon, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le pourquoi P, pourquoi 0,5% et tout cela, parce que c'est un autre cours, c'est complètement un autre cours de stats et de tests statistiques, des tests des hypothèses. Mais vous pouvez bien sûr aller sur Internet et pour chercher pourquoi c'est P, pourquoi c'est 5% et pas 10% ou pas 1%. Mais pour l'instant, on va prendre les choses telles qu'elles sont. Donc, si la valeur P d'un test de Shapiro est inférieur à 5%, on peut conclure que le variable suit la loi normale. Sinon, c'est pas une loi normale. Et là, je vais vous montrer un petit peu. On va dessiner en fait l'histogramme de température et l'histogramme du vent pour savoir comment c'est. Et pour faire un graphique avec un histogramme,
Donc, la fonction sur R, c'est hist. Et j'ouvre mes parenthèses et je vais lui dire temp. Et It's 15 je vais hours. faire la même chose pour wind. On va comparer les deux graphiques ensemble pour savoir. Voilà. Donc, là, c'est l'histogramme du temp. Et si je le vois ici, et je vois l'histogramme de wind, et à votre avis, quelle est la distribution, quel est le variable qui suit plutôt un loi normale qu'autre chose? Et je crois qu'on va tous dire que c'est le variable temp qui suit plutôt un loi normale. C'est pas tout à fait un loi normale, mais bon, il a quand même la forme, l'allure d'un loi normal, alors que pour wind, il n'a pas vraiment beaucoup d'allure d'un loi normal. Il y a bimodalité, il y a deux modalités là ici, il y a aussi une autre modalité là, donc c'est pas vraiment la loi normale. Donc ça, c'est une façon peut-être graphique de voir les choses, de raisonner, d'analyser, alors que là aussi nous avons une façon mathématique avec des chiffres pour voir les choses. Donc la valeur P ici et la valeur P là, ils sont très parlantes en fait. Et en fait, tout au long de ce cours-là, donc les sciences à venir, on va utiliser la même chose. On va toujours être appelé à faire des graphiques pour illustrer des choses et raisonner sur les graphiques, mais on aura toujours besoin d'avoir des chiffres pour avoir des valeurs exactes. Parce que sur les graphiques, on peut pas vraiment comparer des choses. Par exemple, si je prends ces deux modalités-là, est-ce que ces deux modalités-là sont égaux? Donc, est-ce qu'ils ont la même hauteur? Bon, à l'œil nu, oui, peut-être, mais bah, il se peut que si je regardais bien les chiffres de ce graphique-là, que je trouverais que la première modalité, celle de gauche, est plus grande que celle de droite. Bon, moi, à mon œil nu aussi, je vois ça, mais bon, pour l'instant, j'ai aucun précision sur ça. C'est juste pour dire que les chiffres et les graphiques, ils vont tous ensemble en fait. L'un explique l'autre et vice versa. Donc maintenant, une fois que j'ai conclu que, par exemple, le variable temp suit plutôt une loi normale, je peux faire pas mal de choses sur ce variable-là. Rappelez-vous qu'on était en train de travailler sur dans le fichier air quality, c'est des températures, voilà, c'est des températures en Fahrenheit. Donc, la question que je peux poser, par exemple, quelle est la probabilité d'avoir une température qui était supérieure à 70? Et en utilisant la loi normale, je peux faire ça et je peux faire pas mal de choses. Je peux même faire des statistiques ou des calculs tels que quelle est la probabilité d'avoir une température qui soit entre 60 et 70. Donc là, je peux faire ça. Par contre, si j'ai envie de travailler sur le wind, la vitesse du vent, je ne peux pas faire la même chose. Parce que déjà, l'hypothèse que le variable wind suive une loi normale n'est pas une hypothèse valable. Donc, je ne peux pas faire la même chose, je ne peux pas déduire les mêmes statistiques. Et c'est pour ça que la loi normale est très importante, parce qu'on a beaucoup étudié durant l'histoire de l'humanité, des mathématiciens, des grands mathématiciens, on a beaucoup étudié la loi normale, on a beaucoup conclu sur la loi normale, et on a même des tableaux et des calculs de tout ce qui est dans la loi normale. Voilà. Donc là, j'ai fini l'explication que je voulais vous dire sur ces lois normales-là. Donc aujourd'hui, bon, durant cette séance-là, j'ai commencé par la loi binomiale et on a expliqué comment on utilise la loi binomiale, donc quelles conditions on utilise la loi binomiale. Et nous avons le n, le nombre d'expériences, et le p, la probabilité pour
travailler sur la loi binomiale. Par contre, dans la loi Poisson, on n'a pas qu'un seul paramètre qui s'appelle lambda. Et on a vu aussi comment, si la probabilité est très faible et le nombre d'essais est très large, on peut conclure aussi que la loi Poisson est une approximation de la loi binomiale, c'est-à-dire les deux lois, ils donneront la même chose. On a vu ça dans le R. Et la loi normale, bon, le roi des lois. Et là, il y a deux paramètres aussi. Il y a le mu, la moyenne, et sigma, l'écart type. Et là, dans R, on a vu que la fonction pour voir la probabilité ou la distribution pour la loi binomiale, c'est D binôme, et puis deux Poisson pour la loi Poisson, et puis D norme pour la loi normale. Et il y a aussi, on a utilisé aussi le Shapiro test. C'est un test de normalité, de savoir s'il y a un variable quelconque qui suit la loi normale ou non. Et voilà, donc, et à la fin ici, j'ai mis des liens vers quelques ressources en Wikipédia. Bon, bien sûr, si vous allez sur Internet, vous tapez loi normale, loi binomiale, comment utiliser la loi normale, comment utiliser la loi binomiale. Il y aura des vidéos, il y aura pas mal de choses. Moi, j'ai mis ici aussi pas mal des 3 YouTube sur chaque loi pour plus d'explications si vous voulez, si vous avez besoin. Ok. Bon, avec cette séance-là, on aura fini l'installation, la mise en place des logiciels, des outils qu'on va utiliser, et on aura aussi se rappeler ensemble des bases statistiques, des constants comme la moyenne, l'écart type, des lois normales, des lois binomiales et ainsi de suite, et comment les utiliser. Et c'était juste un rappel, mais l'utilité de se rappeler de ces constants, de ces facteurs-là, de ces concepts-là, c'est de savoir comment ça marche aussi sur R. Et c'est pour ça que j'étais toujours en train de se balancer entre PowerPoint et explication et R pour montrer quelle est la fonction pour faire ça, quelle est la fonction pour faire ci. Donc là, si je reviens en arrière, rappelez-vous, on a fait des chiffres, des nombres aléatoires ou des chiffres au hasard qui suivent la loi uniforme. Quelle est la fonction pour calculer la variance, l'écart type, la médiane, les quantiles et tout ça. Donc, c'est aussi intéressant de ne pas vraiment prendre des choses théoriques et des graphiques, mais aussi d'essayer de taper avec la main sur votre environnement RStudio. Et je souhaite vraiment que vous tous vous faites la même chose, c'est-à-dire que en suivant peut-être les vidéos là, vous tapez aussi avec la main les commandes. Comme ça, on apprend petit à petit. Dans la prochaine séance, on va prendre une petite pause. On va pas du tout parler de R, mais on va parler des concepts derrière les statistiques. Quelle est la moyenne? Quel est l'écart type? Pourquoi on utilise ces constants-là ou ces fonctions-là? Moi, j'ai parlé un petit peu de ça quand j'ai parlé de la loi, des lois normales et raisonner avec la loi normale. Mais on va faire cette pause pour s'enchaîner après, faire le vrai analyse des données, si vous voulez. Merci beaucoup. À la prochaine.